Salut, et bienvenue sur le Squigord. Dans cette vidéo, on va parler de la V3 et de nos attentes concernant la prochaine édition. Pour bien comprendre ce que cette édition peut apporter au jeu, on va d'abord voir les points positifs et les points négatifs de la V2 dans tous ses aspects, que ce soit pour l'aspect compétitif, mais aussi pour les parties narratives, l'aspect hobby et l'accessibilité aux débutants. Une fois que ce sera fait, on verra ce que la V3 peut faire pour corriger les défauts de la V2 et conserver ou améliorer ses qualités. En ce qui concerne les règles de base, la V2 a ajouté beaucoup de choses à Age of Sigmar. Toutes les armées se sont vues dotées d'un Battle Tome, à la place de Grande Alliance ou d'Allégeance du Malus Général, et les règles de base se sont vues renforcées pour être plus claires et plus précises. On est passé de mesures de figurine à figurine à une mesure de socle à socle, les aptitudes de commandement sont devenues utilisables par tous les héros, grâce à l'ajout d'une mécanique appelée point de commandement, qui permet donc d'utiliser soit les aptitudes de commandement de War Scroll, soit les nouvelles aptitudes de commandement génériques, ou bien celles qui sont dans votre Battle Tome. Le double tour a été rendu moins fiable, car en cas d'égalité, le joueur qui a commencé le round en premier choisit qui commencera le prochain round. Avant, en cas d'égalité, on relançait le jet d'initiative. Pour la phase de tir, les unités engagées au corps à corps ne peuvent désormais tirer uniquement sur les unités avec lesquelles elles sont engagées, et elles ne peuvent plus choisir librement leur cible. Pour la phase de combat, il était possible, en V1, de ne pas choisir d'attaquer si vous étiez engagé avec une figurine qui était à portée d'arme. En V2, vous êtes obligé d'attaquer. Ce choix a été fait, car parfois ne pas attaquer était la meilleure solution. Maintenant, lorsque vous chargez et que vous êtes à portée d'arme de votre adversaire, vous êtes dans l'obligation de lui faire des dégâts, et donc de vous exposer à ces effets qui s'activent lors d'une sauvegarde ou lors de sa mort. Côté magie, la puissance du trait magique et du bouclier mystique ont été réduits, et on peut à présent dissiper l'adversaire à 30 pas au lieu de 18, rendant donc moins fiables les sorciers, car ils s'exposent plus facilement à la dissipation de l'adversaire. La règle de 1 a été ajoutée dans les règles de base pour empêcher les sorciers de lancer plus d'une fois le même sort lors d'un tour. Côté décor, les règles de décor ont été améliorées pour être moins aléatoires et moins impactantes lors d'une partie. Côté scénario, on a vu l'ajout des objectifs auxiliaires qui permettent de départager deux adversaires en cas d'égalité. Avant, cette égalité était départagée grâce au point de bâche. Pour finir, un des derniers aspects essentiels de la V2, c'est porté du côté création de liste. Auparavant, l'invocation, vous deviez la payer dans des points de renfort de votre liste. En V2, l'invocation a été rendue gratuite avec des restrictions qui vont dépendre de la manière que vous invoquez et de votre allégeance. Cette nouveauté a permis d'ajouter dans le jeu un nouvel archétype via les armées qui basent leur gameplay sur l'invocation et s'inscrit dans la lignée des nouveautés de la V2 qui a permis de rendre le jeu plus diversifié. On a vu aussi de nouvelles mécaniques s'ajouter au fur et à mesure des sorties des suppléments. Les décors de faction pour certaines armées, mais surtout la mécanique des sorts persistants. Tout d'abord avec Mind Sorcery, puis avec les sorts de faction et le supplément Forbidden Power. Donc cette V2, côté règles, elle a ajouté énormément de choses. On a vu la magie devenir une figurine qui est jouable sur la table, et certaines armées ont obtenu un décor que vous posez au début de la partie afin d'influencer le cours de la bataille via ces règles. Le jeu a donc gagné en diversité sans pour autant devenir trop complexe pour les débutants, et un nouveau format est même venu s'ajouter afin de pouvoir apprivoiser une armée au fur et à mesure des parties, avec le format Path to Glory, qui permet de bataille en bataille, de construire une armée qui va s'étoffer en figurines, et qui permet donc à la fois de faire des campagnes narratives, tout en découvrant une armée dans Age of Sigmar. Et côté narratif, justement, la V2 n'est pas en reste. La Soul Wars, qui est l'événement majeur de cette V2, a été tout d'abord annoncé avant la version avec Mind Portents, avant de se voir étoffé d'événements influençant la situation au sein du Royaume Mortel, avec Forbidden Power, qui a vu l'arrivée de Katakros et des Ossiarques, la colère de l'élu éternel, qui a renforcé l'influence de Nagash sur les Royaumes Mortels, pour enfin se finir sur Broken Realms, qui permet d'amorcer la fin de la Soul Wars, mais aussi le début de la prochaine version et des événements qui vont suivre. Le fluff d'AOS a donc gagné en ampleur pendant la V2, les événements ont des conséquences, les dernières pièces de l'univers se mettent en place pour proposer un fluff intéressant. Et chaque pièce de fluff de la V2, en plus de compléter le puzzle de la Soul Wars et de rajouter des règles, a été aussi accompagnée de sorties. Et niveau sortie, le moins qu'on puisse dire, c'est que toutes les figurines qui ont été proposées par Games Workshop sont des figurines d'une très grande qualité. Même si chaque personne a ses affinités, je pense qu'on peut dire que tout ce que la V2 a proposé, que ce soit en figurines inédites ou en refonte de personnages qui existaient en résine ou en métal, une véritable réussite. Toutes les nouvelles armées des Age of Sigmar sont magnifiques, et même si on peut déplorer
un certain manque d'infanterie remaniée pour des vieilles factions, comme les Saurus ou les clans Eshin, globalement, on a vraiment un jeu qui aujourd'hui est beau. Certaines figurines ont fait débat, comme Teclis, mais globalement, la diversité offerte par l'univers des Royaumes Mortels a permis de créer des armées avec beaucoup de singularité, et donc de donner vraiment une identité propre à chaque faction que vous pouvez incarner dans le jeu. On notera aussi, en fin de version, l'arrivée de la sortie Hachette Mortal Realms, qui permet aux débutants de commencer une armée Stormcast ou Nighthaunt à moindre coût, afin de pouvoir découvrir le jeu, que ce soit dans la peinture, mais aussi, pourquoi pas, dans le format compétitif. Et le format compétitif, justement, parlons-en. Qu'est-ce qui s'est passé en V2 ? Dans un premier temps, en V2, au début de la version, le tir a été rééquilibré et les bataillons monoposes ont été supprimés ou ont été moins présents car trop coûteux. On a donc eu pendant un moment une méta Age of Sigmar avec des armées qui étaient fortes, bien évidemment. Chaque jeu a son top méta, chaque jeu a son bas tiers, mais globalement, l'écart entre l'armée la plus forte et l'armée la moins forte n'était pas si grand que ça, et vous pouviez arriver en tournoi avec une armée qui vous plaisait, qui était optimisée, et vous pouviez espérer remporter le tournoi ou faire un très bon résultat. Malheureusement, cet état de fait n'est pas resté éternel. On a vu arriver des armées qui sont devenues très fortes, tout d'abord au corps à corps, avec les Fireslayer et les Ossiarch, qui battaient toutes les armées de mêlée du jeu, et qui ont donc naturellement fait glisser le jeu vers une méta qui se base sur la mobilité et les attaques à distance, et qui a été renforcée par les mécaniques des sorties suivantes qui allaient dans ce sens-là. Le tir est donc revenu sur le devant de la scène grâce à une létalité abusive sur les War Scrolls. Le spam est également redevenu quelque chose de plus commun grâce à des War Scrolls surchargés qui permettaient des combos toujours plus forts. La portée effective de menaces des armées les plus récentes écrase les options des Battletome les plus vieux et autorise trop de possibilités à ces dernières, que ce soit des menaces à distance via la portée pure des armes de tir, ou bien une trop grande liberté dans la capacité à se téléporter où on veut sur le champ de bataille. Les bataillons monoposes qui sont revenus dans les Battletome les plus récents ont exacerbé ce problème en donnant l'avantage du double tour, ou plutôt l'avantage de pouvoir éviter le double tour trop facilement aux armées les plus fortes. Certaines unités souffrent de mécaniques ou de coups en points obsolètes. Il suffit de comparer 140 points de Earthguard Berserker à 140 points de Blade Geist revenant des Nighthaunt pour se rendre compte que même si le power creep, c'est-à-dire le fait que les figurines les plus récentes soient plus fortes que les figurines les plus anciennes, ne soit pas forcément un automatisme dans Age of Sigmar, il est quand même existant sur certaines unités. Et donc, cela a amené au fait qu'une armée qui ne peut pas se téléporter, ni se projeter rapidement, et n'ayant donc aucune menace à longue portée, ou qui ne peut pas se prémunir des avantages de son adversaire, ne peut pas survivre dans cette méta. Le jeu compétitif se met peu à peu à étouffer, car les armées top méta le restent trop longtemps, sont peu nombreuses, au fur et à mesure du temps et des tournois qui passent. Au regard de toutes ces informations, qu'est-ce qu'on peut dire de la V2 ? Eh bien, la V2 est une version qui a donné une certaine maturité à Age of Sigmar, et qui a permis au jeu de s'extirper de sa mauvaise réputation. La V2 a su jouer la carte de la nostalgie avec la refonte de bon nombre d'armées qui n'avaient presque pas de règles en V1, mais a aussi proposé des armées atypiques grâce à la grande liberté offerte par l'univers d'Age of Sigmar. Les règles sont devenues plus denses, sans pour autant être trop complexes pour les nouveaux joueurs. Malgré tout, le jeu a un niveau compétitif qui était dans un premier temps assez permissif, a rapidement déraillé lorsque les armées les plus récentes ont récupéré des tares qui avaient affecté la V1 en fin de vie. Des armées trop mobiles, qui sont trop létales, trop vite, trop loin, avec trop peu de pauses et trop de possibilités. La question qu'on peut se poser donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de la V3 ? Eh bien, on peut s'attendre à pas mal de changements. On va donc reprendre le jeu point par point, en utilisant les informations déjà officielles, ainsi que les rumeurs plus ou moins avérées, afin de lister ce que la V3 pourrait améliorer et comment. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de la V3 ? Concernant les ajouts sur les règles de base, je pense que les Battletome actuels vont être mis à jour ou être maintenus dans la mécanique actuelle, et que Games Workshop va achever de sortir les races absentes en jeu mais présentes dans l'univers. On peut espérer qu'Attention Messire, qui donne actuellement un malus à la touche, devienne une règle similaire à celle qu'il existe dans 40K, c'est-à-dire une règle où vous ne pouvez pas cibler les héros à moins que ce soit l'unité la plus proche. Pour les aptitudes de commandement, la V2 a créé cette mécanique, la V3 va sûrement l'améliorer. Le nombre de PC va être augmenté, et donc on va pouvoir utiliser plus d'aptitudes de commandement plus souvent. Il y a aussi des rumeurs sur un tableau de réaction. Ce tableau de réaction devrait, s'il existe, permettre d'interagir avec les actions de l'adversaire en utilisant une nouvelle ressource appelée point de réaction.
Je pense qu'une telle mécanique serait intéressante à rajouter pour le jeu, car cela permettrait, dans le cadre d'un double tour, d'avoir quand même quelque chose à faire, une stratégie à établir, pendant que son adversaire joue 2 fois d'affilée. Et en plus, ça rajoutera une mécanique stratégique supplémentaire afin de rendre le jeu plus complexe en termes de choix à faire. Je pense qu'ils vont aussi profiter de la V3 pour améliorer le Path to Glory et pour en faire quelque chose de plus équilibré, de plus complexe, à l'instar du format croisade qui a été créé à la V9 de 40K. Pour la partie narrative, continuer dans la lancée de la V2 pour proposer un univers évolutif et intéressant me semble la solution la plus simple. Montrer les conséquences de la Soul Wars et l'apparition des nouveaux dieux va être sûrement un des points majeurs du scénario de la V3. Rater le retour de Malerion serait une terrible erreur, et ne pas continuer les scénarios établis dans Vocal Realms serait un grand manque à l'établissement de l'univers des of Sigmar. La V2 d'AOS a mis le fluff sur les bons rails, la V3 devra donc poursuivre cette histoire en ajoutant les derniers détails en ce qui concerne le world building. Niveau sortie, pour l'instant, on ne sait pas grand chose. Samedi, la boîte de base va être dévoilée. Pour l'instant, on sait qu'une nouvelle Stormcast va être à l'honneur, ainsi qu'une nouvelle faction de la destruction. Pour les sorties qui pourraient arriver plus tard en V3, attendre les Ombranettes, qui sont une rumeur depuis un moment, me semble quelque chose qui n'est pas trop incohérent. Et ils vont sûrement continuer à remplacer les figurines qui sont actuellement en résine ou en métal. D'un point de vue personnel, j'aimerais qu'ils arrêtent de donner des noms alternatifs aux bandes du jeu Underworlds, car à chaque fois les War Scrolls ne sont pas très intéressants, et de dernière sortie que j'aimerais bien voir arriver en V3, c'est aussi les Silent Ones. C'est une race qui a été introduite à la saison 3 de Underworld avec le Bisgrave, et c'est une race d'hommes insectoïdes. Il n'y a rien d'officiel concernant cette race, mais ils deviennent de plus en plus importants dans le fluff, et des références ont été faites récemment aux Silent Ones dans le fluff des of Sigmar. Donc, il serait possible de les voir arriver en tant que toute nouvelle faction de la destruction, surtout lorsqu'on sait que la V3 devrait être la version qui met à l'honneur cette grande alliance. Et enfin, qu'est-ce que la V3 pourrait faire pour le jeu compétitif ? D'abord, la première chose qui va sûrement arriver et qui serait bénéfique pour la méta, c'est un alignement de certains coups en points, voire même la refonte complète de certains War Scrolls qui sont aujourd'hui beaucoup trop forts. Le double tour actuellement, il est trop facile à éviter ou à provoquer, et n'engendre aucune contrepartie pour celui qui le subit. Conférer un avantage non négligeable à celui qui subit un double tour ou un désavantage important à celui qui prend le double tour pourrait être une solution afin d'en faire un vrai choix équilibré. Une autre mécanique qui va sûrement arriver en V3 et qui permettrait de rendre le double tour moins violent car moins assuré, c'est la suppression des bataillons d'armée. Des bataillons génériques vont être ajoutés et cela va donc modifier la manière dont on construit nos listes et va permettre aux armées qui ont des bataillons trop faibles de pouvoir concurrencer avec les armées qui avaient auparavant des bataillons trop forts. En plus de ça, la létalité des unités de tir doit être diminuée, soit via une incapacité de tirer dans les corps à corps, ou une limitation d'interaction entre le tir et la téléportation. Les figurines Behemoth sont également bien trop absentes en ce qui concerne le contrôle de table. Une mécanique supplémentaire pour la rendre viable sans pour autant supprimer l'originalité des mécaniques des ogres et des Sons of Behemoth serait la bienvenue. On peut même envisager une refonte complète de la manière de contrôler les objectifs sur table, afin que tous les types d'unités aient un rôle à jouer. On pourrait facilement imaginer que l'infanterie ait la priorité sur la cavalerie, qui a la priorité sur les monstres, qui a la priorité sur l'infanterie, afin de créer un jeu de pierre-papier-ciseaux sur les contrôles de table, et donc de modifier un peu la dynamique de création de listes. Car à l'heure actuelle, les listes avec le plus de mobilité et le plus de figurines sont souvent celles qui vont avoir un avantage sur le contrôle de table. Enfin, la V2 a ajouté les objectifs secondaires. En V3, il serait bien qu'ils soient plus importants, car pour l'instant, les objectifs secondaires sont seulement utiles pour marquer des maigres points en tournoi et pour savoir qui gagne le scénario en cas d'égalité au score de points de victoire. Avoir des objectifs secondaires qui permettent vraiment de scorer pourrait créer une nouvelle réflexion en termes de listes, car on pourra alors créer des listes qui vont pouvoir se baser non plus sur les objectifs primaires, mais principalement sur les objectifs secondaires. Cela permettrait donc de modifier les match-ups, car non seulement vous devez prendre en compte le scénario, la faction de l'adversaire, mais aussi la manière dont votre armée et celle de votre adversaire va interagir avec les objectifs secondaires. Pour finir, passer à l'étape supérieure pour la règle de décor serait bien pour le jeu, afin qu'on ait des décors avec des règles claires, qui soient moins aléatoires, et surtout qu'il y ait une véritable présence pendant la partie. Actuellement, certains décors sont utiles, comme le décor commanding ou le décor ésotérique, qui permettent soit de générer des ressources via les points de commandement, soit d'avoir de la magie plus fiable, mais pour le reste, la plupart des décors sont anecdotiques, car ils ne bloquent pas les lignes de vue et confèrent des avantages qui sont beaucoup trop faibles. Plus un la bravoure, moins un la bravoure, c'est pas quelque chose qui va affecter la partie de manière globale. Voilà, c'est tout pour cette fois, en espérant que la vidéo vous ait plu.
Je vous invite à poster vos théories sur la V3 en commentaire, et sur ce, je vous dis à samedi pour le live de révélation, afin de savoir ce que la V3 réserve vraiment. Salut, salut!